de Cosa Nostra et c'est celle en fait d'une résistance à l'occupant. Et c'est exactement celle que vous avez aussi dans tout le sud de l'Italie qui a connu le même destin que la Sicile. Et donc c'est celle aussi de la 'Ndrangheta qui se nourrit de cette légende-là. Et si vous regardez bien, finalement cette idée d'une résistance, vous la trouvez à l'origine de pratiquement toutes les grandes organisations criminelles. Les triades chinoises par exemple au départ, c'est une résistance patriotique contre la dynastie mandchoue. Ces triades ont été constituées pour tenter de faire revenir la dynastie Ming. Les résistances, c'est aussi le cas des Yakuza. Au départ, ce sont des milices paysannes d'autodéfense face aux samouraïs qui avaient perdu leur seigneur et qui terrorisaient les campagnes. Et dans l'histoire plus récente, vous prenez la MS-13, la Mara Salvatrucha, vous savez, c'est un gang salvadorien qui est né dans les années 70 à Los Angeles. Ils sont très connus pour leur tatouage sur le visage avec toujours le chiffre 13. Eh bien, ce sont des gangs qui ont été créés au départ pour protéger les immigrés salvadoriens. Alors, de ce noble passé, il reste plus grand-chose parce que la résistance, en fait, elle est devenue un jour un pouvoir qui s'est mis à oppresser à son tour. Alors, on compare souvent les organisations criminelles à des multinationales, mais en fait, quand vous regardez bien, elles ont toutes les attributs d'un État. Regardez, la puissance militaire, les armes. La question, c'est est-ce qu'elles sont devenues plus puissantes? Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah, c'est effectivement, mais regardez, la puissance militaire, la puissance économique, la puissance bancaire. La 'Ndrangheta en Calabre, c'est le premier prêteur aux entreprises. Enfin, quand même, elles lèvent l'impôt, elles rendent la justice, à leur manière extrêmement violente, c'est vrai. Et aussi, maintenant, ce sont des puissances, on peut dire, numériques, informatiques, et puis aussi des puissances diplomatiques d'une certaine manière, parce que la corruption, c'est une forme de diplomatie si on pousse un petit peu. Alors, est-ce qu'elles sont plus puissantes que les États? L'État conserve quand même sur les mafias un avantage, c'est qu'il est légal et que les États se reconnaissent entre eux. Et les mafias ne sont pas reconnues comme des puissances légales. En tout cas, les mafias, elles sont en revanche très douées pour infiltrer un appareil d'État. Et alors là, on a plein d'exemples. Je vous en cite quelques-uns. Au Venezuela, par exemple, on sait qu'il y a eu de très hauts dirigeants vénézuéliens par le passé, sous Hugo Chavez notamment, qui étaient certains des dirigeants de groupes criminels. Plus proche de nous, vous regardez en Bulgarie, l'ancien patron du contre-espionnage disait: certains pays ont une mafia. En Bulgarie, c'est la mafia qui a le pays. Enfin, c'est quand même extrêmement parlant. Les mafias aussi, elles se sont montrées très enthousiastes. Elles sont montées avec enthousiasme dans le train de la mondialisation qui leur a pour le coup, moi qui suis un libéral fondamentalement, je dois bien reconnaître que la mondialisation a servi la mafia. Ça a ouvert tous les marchés. La dérégulation, vous ouvrez les frontières, vous laissez passer tout le monde, vous laissez passer toutes les marchandises, vous réduisez les contrôles, on facilite le travail des mafias. Idem, si vous regardez dans l'espace numérique. Et puis la mafia, elle a profité aussi de quelque chose d'intéressant, c'est la balkanisation du monde. À la sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a moins de 50 États. Aujourd'hui, il y en a plus de 200 et il y a beaucoup d'États, il faut le dire, dans le monde qui sont des États faibles, des États Potemkin. Des États Potemkin, voilà, des États faillis. Merci. On dit que c'est 30% de l'argent de la mafia qui permet à l'économie mondiale de tenir. Alors je suis allé vite, mais effectivement, 2009, c'est un moment important pour les mafias parce que à ce moment-là, les banques ne prêtent plus aux entreprises qui se tournent alors vers des fonds d'investissement. C'est l'explosion du shadow banking. Et le shadow banking, c'est la banque de l'ombre, on ne sait pas d'où viennent les capitaux. Vous imaginez l'opportunité que ça représentait à ce moment-là pour les organisations criminelles. Merci beaucoup pour ce décryptage.